Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Ah, ça? Bonsoir, tout le monde arrive. N'hésitez pas si vous voulez allumer vos caméras, vos micros, si vous voulez qu'on se dise bonjour. 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 Je suis désolée, je suis dans la rue, donc la caméra est compliquée. Pas de Mais souci, pas de voilà, souci. bonsoir. 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 Alors, merci à celles qui sont déjà là pour votre ponctualité. J'admets des lots de la salle d'attente. On arrive au fur et à mesure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie d'avoir l'occasion de présenter ce premier webinaire de l'année 2024 ce soir, premier d'une longue série. Et aujourd'hui, je suis toute seule à vous présenter les éléments qu'il faut vous présenter. Mais pour d'autres webinaires, on sera plusieurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrits aussi à d'autres Oui. webinaires. Je sais qu'il y en a certaines ou certains qui m'ont envoyé la liste. Je crois qu'on va beaucoup se voir en novembre. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème, c'est de trouver sa place en tant que parent dans Parcoursup. Et en attendant que tout le monde arrive, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire en quelle classe sont vos enfants? En tout cas, ceux qui sont concernés par Parcoursup. Seconde et Parcoursup, c'est bien, c'est de l'anticipation, ça. Et terminale, ben, on va leur plonger dans le bain, c'est bien. Bravo. Seconde, première, il y en a qui vont faire des doublons, ça va être parfait. Là. Ok, je vais partager mon document. Ok. Allez, il est l'heure de commencer. Il est 19h04. On est ensemble ce soir jusqu'à 20h30, si vous le voulez bien. Voilà, l'idée, c'est de vraiment avoir du temps pour euh, parcourir l'ensemble des éléments que je voulais partager avec vous ce soir et puis aussi répondre à vos questions si vous en avez. Et si je peux et je sais y répondre, je le ferai volontiers. Voilà. Donc, on est pas mal, c'est cool. Ça continue à arriver. Euh, alors, je vais continuer à admettre doucement les nouvelles personnes qui arrivent. Vous m'entendez bien, c'est bon? Et vous allez probablement voir mon Parfaitement. document. Eh ben, c'est parfait dans ce cas-là. Euh, C'est vraiment l'histoire de enfants et tout. alors, je ne sais pas si on me parle ou pas. Alors, si on avance là-dessus, moi je voudrais juste récupérer, pardon, l'accès à mon contrôle et puis pouvoir vous partager donc, ce document. Si ça vous va, on va commencer tout de suite par le programme des réjouissances. Euh, et puis ensuite, on passera à une petite activité. Donc vraiment, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était 6 éléments qui me paraissent importants de partager, de vous exposer. Évidemment, les parents et l'orientation, quelle est votre place de parent?
Ça me paraissait important. On va parcourir la plateforme Parcoursup. Alors, j'imagine que ce n'est pas le seul webinaire que vous allez suivre et que vous avez plein d'autres occasions aussi d'en savoir plus sur Parcoursup. Mais en tous les cas, moi, je voulais partager avec vous quelle était ma vision de Parcoursup, euh, de ce que j'en ai vu en le pratiquant avec ma propre fille il y a 3 ans, en le pratiquant euh, en test ces dernières années également, en ayant interviewé à 3 reprises déjà Jérôme Teilhard, qui est le chef de projet Parcoursup, et puis en ayant recueilli aussi beaucoup d'avis de parents euh, qui ont pratiqué Parcoursup. Donc je sais comment vous pouvez exploiter Parcoursup. Et puis, il n'y a pas que Parcoursup, on verra d'autres outils qui peuvent vous être vraiment utiles à plusieurs étapes de enfin, du projet d'orientation de votre enfant. On fera un petit rappel de la procédure Parcoursup pour vous montrer un peu les étapes pour les parents d'élèves en terminale en particulier, mais ceux qui ont pris de l'avance, ben, vous saurez comment ça se passe. On viendra sur votre mission, c'est un peu le cœur du sujet quand même. On passera du temps sur quelle est vous, votre mission de parent par rapport à Parcoursup. Et puis, je vous donnerai aussi accès à des ressources complémentaires à l'issue de ce webinaire qui peuvent vous être utiles et qui seront pertinentes. Alors, avant tout, on va commencer par, je voudrais avoir de votre part, vous allez aller sur, ou alors vous scannez le QR code avec votre téléphone, ou alors vous allez sur WooClap, wooclap.com. Là, vous entrez le code événement, et moi, je voudrais avoir en un mot, pour vous, Parcoursup, c'est quoi? Voilà, vous pouvez me répondre ce que vous voulez, il n'y a pas de tabou, mais ça m'intéresserait de savoir au début de ce webinaire ce que vous pensez de Parcoursup en un seul mot. Voilà, ça vous va. Tout doit arriver vers le 18. Tout doit arriver vers le 18 novembre. Hein? Tout doit arriver vers le 18 novembre. Alors, ça commence à s'afficher, il y a du stress, il y a du stress, il y a du stress. Attention à vos micros si vous êtes, qui peuvent être allumés, éteignez-les peut-être si vous pouvez. Ouais, non, c'est possible de mettre les... Ça vous semble complexe? Alors, ça vous semble complexe en majorité. Quand les mots s'affichent en gros, c'est qu'ils ont été plusieurs fois affichés. Donc, vous devez voir aussi ce que vous avez mis. Est-ce qu'on voit du positif dans tout ça? Une mine, bravo, j'adore. Une mine, exactement. C'est l'avenir. Donc, normalement, l'avenir, c'est positif. C'est pas nébuleux, vous inquiétez pas. Ok, vous continuez. C'est super, je suis bien d'accord avec vous. Honnêtement, moi, je suis assez contente de Parcoursup. Je vois pas trop ce que on pourrait faire de différent. Alors, il y a toujours un peu des cas particuliers, mais ça n'est qu'à la marge. Donc, normalement, tout va bien se passer et ça va être effectivement super. Mais c'est un peu complexe, surtout quand c'est votre première fois ou votre seule fois où vous allez devoir utiliser Parcoursup. Donc, ça, c'est vrai. Ok, on voit d'autres choses intéressantes. C'est compliqué, il y a des possibles. Moteur de recherche, effectivement. Allez, j'arrête le partage sur ce document. Je reviens sur mon PowerPoint. Merci d'avoir partagé tout ça. On va donc passer à la partie des parents et l'orientation. Quelle est votre place? Alors, presque la partie que je préfère vous dire, c'est le fait que c'est le projet d'orientation de votre enfant. En fait, ce n'est pas votre projet d'orientation. Je vous rassure, peut-être que vous avez déjà, vous, il y a une petite trentaine d'années, on va dire, en moyenne, vécu ce projet d'orientation avec stress ou avec beaucoup de sérénité pour votre orientation. Là, c'est une nouvelle étape, c'est celle de votre enfant. Et donc, il va bien falloir trouver votre place, mais surtout laisser la place à votre enfant. Même si votre enfant est adolescent et que parfois c'est un peu inquiétant, j'ai le souvenir, moi, d'avoir été paniquée quand je voyais ma fille taper hyper vite sur son téléphone sans même lire ce qu'il y avait. Et je me disais, si elle fait la même chose sur Parcoursup,
ça va être la panique parce qu'elle va cliquer n'importe où, elle va effacer des vœux, elle va pas les valider à temps, ou elle va les valider trop tôt, on n'aura pas tout revu ensemble, etc. Donc c'était un peu paniquant. Et en même temps, si je ne lui faisais pas confiance, ben, on allait avoir un problème, on allait être dans une impasse. Donc vraiment, le premier message que je voulais faire passer, c'était c'est l'orientation de votre enfant, c'est le projet d'orientation de votre enfant. Si vous lui imposez un projet d'orientation, il y a quand même très peu de chances que, après le bac, il se lève le matin pour aller avec entrain suivre ses cours et qu'il révise pour ses partiels et il ait des bonnes notes si c'est votre projet que vous lui avez appliqué sur la tête. Donc vraiment, laissez-lui sa place, donnez-lui sa place. Donc même s'il est adolescent, même s'il est un peu bougon, même s'il n'aime pas trop parler de ce sujet-là, bah, faites-lui confiance, faites-vous confiance aussi. Ça finira bien par émerger. Vous n'êtes pas seul. Il faut se rappeler qu'il y a aussi le lycée qui pousse aussi vers ce sujet d'orientation toute l'année. Ils vont continuer à pousser là, petit à petit pour que même sur les différentes années, bah, votre enfant avance dans le sujet de l'orientation. Le deuxième sujet sur votre place à vous, c'est surtout la notion de mettez-vous au goût du jour. Pour votre enfant, je pense qu'il n'y a rien de pire que de vous entendre parler de sujets qui n'existent plus ou de vous entendre toujours comparer par rapport à votre propre expérience il y a 30 ans en lui disant, moi à l'époque, c'était Ravel sur Minitel, c'était très compliqué, il fallait attendre longtemps, etc. Franchement, il peut l'avoir entendu une fois, ça va pas beaucoup l'intéresser sur le long terme. Et puis, si il envisage de faire un BUT et que vous lui parlez de DUT en permanence, en fait, il va perdre confiance sur votre capacité à l'accompagner. Donc, c'est vraiment important que vous arriviez à mettre les bons mots et à vous renseigner. Alors, Azimut est là pour vous aider, hein, sur ce qui s'est passé en une génération. Sur le fait que les DUG n'existent plus et que maintenant on est passé sur un nouveau format d'études et de diplômes, que quand on fait médecine, on ne va pas en passer. Ça n'existait pas à votre époque, mais c'était il y a quelques années. On est passé sur un nouveau système avec les PASS et les LAS. Il y a plein d'acronymes et malheureusement, il faut que vous arriviez à les décrypter. Alors encore une fois, Azimut, notre rôle, c'est vraiment de vous aider à les décrypter, mais en tous les cas, vous devez faire un vrai travail aussi pour les décrypter. Alors, je vous vois plus. Je sais, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là, je vous entends un peu. Ok. Oui. Le troisième sujet que je voulais aborder avec vous sur ce sujet de la place des parents, c'était votre propre ressenti. Tout à l'heure, on a parlé justement de Parcoursup et vous avez exprimé pour beaucoup de la complexité, du stress, de l'angoisse, des algorithmes qui vous font peur, etc. Eh bien, sachez qu'en fait, ce ressenti, ces émotions, ces sentiments que vous avez sur le sujet de l'orientation, sur Parcoursup, votre enfant forcément les voit. Et s'il les voit, il va probablement interpréter en disant que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en lui, vous pensez qu'il ne va pas y arriver, vous pensez que ça va être très compliqué, et que voilà. Donc, vous allez pas réussir à trouver votre propre place. Imaginez-vous en train d'apprendre à votre enfant à marcher il y a quelques années. Et si vous aviez une tête super inquiète à l'idée qu'il se mette debout, etc. Je suis sûre qu'à cette époque-là, vous aviez le sourire aux lèvres et que le côté encourageant dans le regard, etc., vous l'aviez mis en place. Donc, essayez de reproduire un peu la même chose avec vos enfants dans cette période d'orientation. Et puis enfin, je voulais aussi que vous ayez conscience de votre posture naturelle, de votre propre style de parentalité quand il s'agit d'orientation. Euh, Il n'y a aucun jugement de valeur, mais en fait, il existe plein de styles de parentalité spontanés que vous avez naturellement. Et vous voyez l'écran suivant avec un autre QR code. On ne va pas faire le test maintenant, mais je vous conseille de flasher le code et puis je vous l'enverrai aussi à l'issue de ce webinaire. C'est un quiz qu'on a mis en place assez récemment. Euh, Excusez-moi, il s'agit de 30 on questions. ne voit pas votre projection. Ah, vous voyez pas ma projection? Non, Ah, bah, c'est non. embêtant, pardon. Merci. Déjà, où est-ce que j'en suis? On va partager ça. J'étais toute seule devant mon écran, c'est bien ce que je me disais. Donc là, vous le voyez? C'est bon, là, vous le voyez, mon Oui, QR oui, code? c'est bon. C'est bon. C'est Oui, bon. Super. Oui, oui.
Donc, flashez-le, restez concentrés pendant le webinaire tant qu'à faire, mais allez voir ces questions, ces quiz. C'est un quiz en 30 questions, donc c'est un peu long, ça met une petite dizaine de minutes. Il faut bien être concentré parce que l'idée derrière, c'est de vous révéler quel est, selon nous, selon le quiz, votre style de parentalité quand il s'agit d'orientation. Vous pouvez être un parent plutôt coach ou plutôt explorateur ou plutôt analytique ou facilitateur, etc. On va vous décrire ce que ça implique, ce que ça veut dire. Et puis ensuite, on vous permettra aussi d'avoir quelques conseils pour éventuellement corriger un peu le tir ou améliorer la situation ou aller encore un cran plus loin. Voilà. Donc, euh, en tout cas, le fait de vous connaître bien et mieux sur ce style de parentalité que vous avez de manière spontanée va vraiment vous permettre à l'avenir d'accompagner au mieux votre enfant ou votre adolescent. Voilà. Donc ça, c'est sur la question de les parents et l'orientation, votre place. Ben, en fait, votre place, vous allez la prendre aussi selon votre propre style. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très analytique, forcément, va prendre un rôle qui ne sera pas le même que quelqu'un qui est plutôt dans la protection, qui va plutôt s'assurer que son enfant ne va pas prendre de risques, etc. Ils vont pas, vous n'allez pas spontanément prendre le même rôle. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Si ça vous va, on va passer à la description de Parcoursup et on reviendra sur cette notion, hein. Si vous avez des questions, bien sûr, on en reparlera quand vous voulez tout à l'heure. Alors, j'avance. Pardon, je suis désolée, parce qu'entre tous ces écrans, je m'y perds. Hop, celui-là. Hop, hop, hop. Je ne sais même plus tourner les pages, c'est super. Ah, je suis carrément là-dedans. Hop, voilà. Pardon, Perrine? Oui, c'est Catherine qui parle. Je vois des questions passer. Est-ce que tu vas... Vous, pardon, je ne sais pas si on peut Non, se non, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. tutoyer. D'accord. Je les regarde On pas pour voit ça l'instant. après ou... D'accord, Ouais, c'était ouais, pour ouais, savoir. ouais, ouais. On les reverra si ça vous va, pardon. Mais merci de l'avoir signalé, Catherine. Merci. J'arrive même pas à tourner mes propres pages. Alors si en plus je dois regarder les questions, on le fera tout à l'heure, si ça vous va. Euh, Hop, je désactive le son. On va donc parler de la plateforme Parcoursup. Alors, avant tout, et certains d'entre vous l'ont dit tout à l'heure, c'est un moteur de recherche. Et en fait, il faut vraiment vous considériez que c'est un site qui est ouvert à tous et toutes, tout le temps. C'est-à-dire que là, on dit souvent Parcoursup ouvre en décembre. En fait, non, Parcoursup est déjà ouvert. On peut aller en direct sur Parcoursup. Et on va se rendre compte que Parcoursup, c'est 23 000 formations qui sont proposées. Alors, ça veut pas dire 23 000 écoles ou 23 000 universités, hein. Chaque formation a un propre thème, a un nombre de places, a ses propres critères de sélection, etc. Mais c'est un énorme moteur de recherche qui est ouvert à tout le monde, que vous pouvez aller voir, je sais pas, dès que votre enfant est en seconde, en première, en terminale, avant décembre, il n'y a pas de souci. C'est en accès libre. Vous pouvez créer un compte pour vous, un compte pour votre enfant, qui vous permet de mettre en favori certaines formations que vous avez repérées, de pouvoir les comparer les unes aux autres. Ça, vous pouvez le faire quel que soit le moment. C'est pas enregistré, c'est anonyme, ça compte pas dans le dossier, ça compte pas pour les vœux, parce qu'ensuite, quand votre enfant sera en terminale, lui, pour le coup, il devra créer un compte. Et on parlera du compte, mais c'est le compte, encore une fois, de votre enfant, c'est pas votre compte. Donc c'est bien son mail qu'il faut écrire, c'est bien son numéro de téléphone. Vous pourrez être en copie. En tous les cas, c'est encore une fois, là, ça sera la procédure de votre enfant. En attendant, vous aurez toujours accès à l'ensemble des formations, vous pourrez aller les voir à tout moment. Parcoursup, quand ça a été lancé au moment de la réforme du bac, l'idée principale, c'était de donner accès de manière équitable, pour l'égalité des chances, à toutes les formations qui étaient référencées sur Parcoursup, à tout le monde. Donc ça, c'était vraiment la philosophie première, c'était de dire que le ministère de l'Enseignement supérieur allait référencer, c'est-à-dire agréer des formations qui, selon plein de critères que Parcoursup avait déterminés, correspondaient à leurs exigences.
leur exigence d'égalité des chances, qui réservait des places pour des boursiers, qui délivrait un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ou dans certains cas par le ministère du Travail avec les notions de RNCP, qui s'engageait à recruter exclusivement sur Parcoursup, avec une charte de déontologie très importante à signer, et qui s'engageait à respecter le planning de Parcoursup. Donc ça, c'était vraiment la philosophie première. Donc ils ont créé cette bibliothèque, ce répertoire de formation. Au début, l'ergonomie, honnêtement, était un peu compliquée, mais ça, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 4 5 ans. Depuis, l'ergonomie ne cesse de s'améliorer. Euh, Franchement, le ministère de l'Enseignement supérieur fait un énorme effort de simplification. Il y a plein de vidéos qui permettent à chaque étape, pour comprendre chaque étape, où franchement, normalement, il y a pas de difficulté majeure en termes de prise en main de cette plateforme, à la fois pour faire des recherches et puis aussi pour tout simplement aller regarder et puis ensuite ajouter ses vœux, etc., faire son dossier. Tout est très bien décrit. Alors, le rôle que je peux avoir avec Azimut et puis qu'ont les professionnels de l'orientation, c'est qu'ils peuvent vous aider aussi à gagner du temps. Donc, voilà, si vous avez, vous, les parents, envie de vous faire accompagner, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, sachez que dans la majorité des cas, vous n'allez pas être perdu devant Parcoursup. Si vous savez gérer vos impôts sur le site des impôts, bah, vous savez gérer Parcoursup. Voilà, c'est en gros ce que j'avais envie de vous dire aussi sur Parcoursup. C'est un outil qui est, en plus d'être une mine d'informations sur les formations elles-mêmes, qui est un vrai outil d'aide à la décision, d'aide au choix, et en tous les cas sur le projet d'orientation. Parce que vous pouvez tout simplement saisir une recherche, je sais pas, par exemple, kinésithérapeute, un métier, et là, vous allez avoir, avec ces mots-clés, des formations qui vont apparaître, qui vont vous donner des idées, éventuellement, pour vous et votre ado, des formations sur lesquelles il faut enquêter, qui vont, d'une formation qui lui plaît, proposer des formations alternatives, qui correspondent aussi à ces mêmes critères, etc., qui peuvent donner aussi des indications de formation dans un lieu. Donc, si par exemple votre enfant, je ne sais pas moi, rêve d'aller étudier à Biarritz, eh ben, vous pouvez avoir accès à toutes les formations à Biarritz qui, éventuellement, dans le domaine du commerce ou avec le mot-clé marketing, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible de faire des recherches dans tous les sens comme ça. Donc, ça vous permet vraiment d'aller étoffer le projet d'orientation de votre enfant avec des formations auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé, que vous ne connaissiez pas vous, qu'il ne connaissait pas lui-même, que ne connaissait pas son lycée, mais que Parcoursup vous suggère en fait et auquel vous permet d'accéder. Je crois qu'il faut que je dise le gros mot, qui est le mot de l'algorithme, qui est absent de Parcoursup. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En fait, on dit souvent Parcoursup, on est géré par un algorithme, c'est un algorithme qui décide, etc. En fait, pas du tout. Parcoursup, c'est, on l'a dit, un répertoire de formation et un passe-plat, un méga passe-plat. C'est-à-dire que Parcoursup va enregistrer les données des dossiers de votre enfant candidat, dans lequel il y aura ses bulletins passés, ses notes passées, ses lettres de motivation, ses centres d'intérêt, etc. Et ça, c'est mis à disposition des formations auxquelles votre enfant aura candidaté. Donc, si votre enfant a candidaté, l'ensemble de ces données sera accessible pour les formations qui, elles, pour le coup, ont défini des critères de sélection. Donc, elles ont pu pouvoir dire, euh, je veux chercher des candidats, alors pour celles qui sont très sélectives, qui sont premier ou deuxième de classe, qui ont une progression entre la première et la terminale en maths, etc. Et donc, tous ces critères-là de sélectivité, d'aide au choix pour les formations, en fait, dans la majorité des cas, ils reçoivent tellement de dossiers qu'ils ne sont pas capables de le faire à la main, donc ils se sont appuyés sur des algorithmes, sur
voilà, sur des petits codes qui leur permettent de faire une présélection. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des algorithmes dans la procédure de Parcoursup, dans le cas dans l'aide au choix pour les formations des candidats qui correspondent à leurs attentes, mais c'est fait selon des critères qui sont établis, affichés par les formations. C'est-à-dire qu'une formation qui, par exemple, va dire euh, je veux que les premiers de classe en mathématiques ou les premiers de deuxième classe, ça ne sera pas marqué tel quel, mais ça sera marqué que les résultats en maths sont extrêmement importants dans la candidature, qu'ils vont chercher à avoir un niveau d'excellence. Et si on sait bien chercher dans Parcoursup, on va même trouver un peu quels sont les critères les plus précis qui vont aller étudier. Donc en fait, il n'y a pas de mystère. Après, ils ont la liberté de choix. euh, et donc, ils ont aussi leur propre petite sauce secrète d'aide au choix. Voilà. Mais en tous les cas, il faut savoir que les algorithmes, c'est pas Parcoursup qui les impose, c'est les formations elles-mêmes qui, pour faire le tri des candidatures, vont les implémenter. Ce que je vous propose, c'est d'aller in situ. Alors attention, parce que je réarrête mon partage, je recommence à un autre. C'est le jour de tous les dangers. Alors, il faudra bien me dire si vous voyez mon écran. Voilà. Je vais partager et je vais aller donc sur Parcoursup. Est-ce que j'ai Parcoursup ouvert? Non, j'ai pas Parcoursup ouvert. Hop. Donc, vous voyez mon écran, vous voyez Parcoursup? Super, Oui. merci. Donc, vous allez, en tant que novice, parent qui n'a pas d'enfant pour l'instant dans la démarche, sur carte des formations, tout simplement. Voilà, donc ça charge. J'ai encore cette barre de recherche en plein milieu. Je vais chercher l'école de ma fille, qui est l'EMLV à La Défense. Voilà. Je cherche le nom, je connais le nom d'une formation, je vais la chercher. Donc je vois que l'EMLV, c'est à côté de Paris, effectivement, je le vois sur la carte. Je sais que c'est un enseignement. Voilà, je peux faire des filtres, là pour le coup. Donc là, il n'y a pas vraiment de filtre à faire parce que c'est une même école. L'idée, c'est de vous montrer une fiche formation. Donc je vais voir la fiche formation. On m'informe que c'est accessible par un concours, le concours Cézanne, donc j'ai de l'information sur le sujet. Et puis ensuite, là, j'ai toutes les caractéristiques de la formation, avec le coût, avec les langues et les options, les dispositifs d'aide à la réussite. Tout est explicité et ça vaut vraiment le coup d'aller ouvrir, vous voyez, tous les petits onglets qu'il peut y avoir ici. C'est pas des onglets systématiques, c'est vraiment des onglets qui ont été saisis formation par formation par chacune des écoles. On a aussi un onglet sur comprendre les critères d'analyse des candidatures, où vous avez des vraies statistiques qui sont implémentées, qui sont expliquées. Et là, par exemple, ben, ils vont expliquer que le résultat du concours est très important. Ils vont regarder également l'épreuve orale d'anglais, donc pour ceux qui auront un entretien. Et puis, ils vont regarder les qualités personnelles et relationnelles. Donc, ils vont regarder s'il y a des citations de travail en équipe, de créativité, etc. Ce qui peut donner des indices très importants et intéressants de choses à mettre dans la lettre de motivation si ça correspond à ce que votre enfant a mis en œuvre et en essayant de le montrer ou de le prouver en tous les cas avec des situations. Donc vous descendez, vous avez des... Voilà. Tout en bas, moi j'aime beaucoup ce petit rapport d'analyse des candidatures qui ouvre un PDF supplémentaire où là en fait c'est le bilan de l'année précédente pour chacune des formations sur les critères d'analyse, comment est-ce qu'ils ont fait pour analyser tout ça. Surmonte et on va sur d'autres, les modalités de candidature, les chiffres clés de la formation. Donc là, on voit qu'en 2024, il y a eu plus de vœux formulés qu'en 2023. Il y a principalement des élèves de voie générale qui ont candidaté, donc qui étaient en position de recevoir oui, donc qui ont candidaté. Faut faire attention au vocabulaire, mais petit à petit, vous allez vous familiariser à ça. Connaître les débouchés, donc qu'est-ce qu'on peut faire après cette école, etc. Donc ça, moi, je vous encourage, peut-être pas ce soir, mais demain, ce week-end, etc., à aller faire un vrai tour sympathique, long, sur Parcoursup. Allez vous perdre dans une fiche, allez décortiquer une fiche de A à Z pour comprendre
la logique, le vocabulaire qui est mis là. Et puis faites-le éventuellement avec votre enfant sur une fiche, peut-être sur 2 ordinateurs si vous avez la possibilité, pour comparer aussi ce que vous comprenez de cette même fiche. Et ça peut être hyper intéressant. Alors, il n'y a pas que Parcoursup, je vous l'ai dit, parce que Parcoursup, c'est vraiment hyper utile. Mais il y a... alors déjà, il y a plein de formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Celles qui ne sont pas sur Parcoursup, c'est qu'elles n'ont pas été référencées sur Parcoursup parce que Parcoursup ne considère pas qu'elles ont atteint tous ces critères. Elles ne s'engagent pas sur le calendrier de Parcoursup, ce que j'ai dit tout à l'heure, etc. Donc, elles sont dispersées voilà, partout. Ils ont plein. Chaque école a, par conséquent, ses propres critères de sélection qui ne sont pas homogènes dans la manière de l'exprimer, etc. Il existe un site depuis l'année dernière qui s'appelle Parcours Privé, et je vous donnerai le lien dans les notes que je vous enverrai après qui est en fait fait par une association, enfin par la Fédération nationale de l'enseignement privé en France, et qui référence 6000 formations complémentaires, donc qui ne sont pas sur Parcoursup dans la plupart des cas. Et sur ce site-là, vous pouvez faire une recherche et aller avec des critères de niveau d'entrée, de sortie, de domaine, d'ouverture à l'international, d'année de séjour possible, etc. Chercher des formations complémentaires. Donc ces formations-là, ça peut être des plans B ou des plans A si c'est le cas, en tous les cas. Et en tout cas, ça peut augmenter le nombre de possibilités pour votre enfant en termes de vœux. Je fais un parcours privé. Il existe 2 autres outils qui sont assez récents aussi, qui sont apparus l'année dernière, qui peuvent vous permettre de surtout alors, de découvrir des nouvelles formations et également de valider que les formations auxquelles votre enfant souhaite prétendre correspondent à son profil scolaire, hein, je veux dire, et puis à son profil de niveau, mais à plein d'autres critères aussi. Voilà, donc c'est SubTracker. Le premier qu'on va voir, c'est SubTracker. Donc je vous donnerai le lien aussi. Quand vous allez là, vous allez avoir plein de façons de chercher. Euh, alors, l'ergonomie est pas géniale, mais on peut avoir un critère, par exemple. Tout à l'heure, j'ai fait des recherches sur les spécialités. Mon enfant, par exemple, a pris mathématiques et physique-chimie comme spécialité en terminale. Il ne reste plus que ces deux-là. Et je voulais avoir un peu les stats des élèves qui avaient eu euh, des propositions en PASS, donc PASS c'est médecine, en école d'ingénieur, en école de commerce, en CPGE c'est prépa, économique et commercial, en STAPS, etc. Et en fait, ça donne toutes ces statistiques-là. Vous voyez, pour PASS, 73% ont reçu une proposition d'admission, mais 39% seulement ont accepté. Donc ça veut dire que, ils ont fait d'autres choix. Et puis ensuite, si on clique dessus, alors je ne sais plus très bien où on clique, mais on peut aller plus loin. Cliquer pour voir la spécialité. Ça bouge dans tous les sens. Bon, je ne sais pas si je vais arriver. Ah si, voilà. Donc là, j'ai cliqué sur... je ne sais plus où je suis. Enfin bref, en tous les cas, vous voyez la fenêtre pop-up qui s'est ouverte avec un triangle et on peut avoir, pour cette Oui. formation-là, quelles sont les différentes spécialités qui donnent accès à ces formations-là en priorité, avec les propositions d'admission et les admissions réelles. C'est pareil, c'est des outils, je ne peux pas passer malheureusement énormément de temps à vous montrer toute leur richesse, mais c'est pareil, c'est des outils sur lesquels moi je vous conseille d'ores et déjà d'aller faire un tour parce que ils fonctionnent dans les deux sens. Ils vous donnent des idées et puis surtout ils peuvent valider si la filière demandée, la formation demandée, même très précisément, on peut aller sur une formation, une statistique par formation. Si je fais une nouvelle recherche, et là je vais faire droit, droit à Bordeaux. Voilà. Hop, donc là j'ai une licence de droit à Bordeaux. Vous avez cette fiche-là qui donne plein d'informations importantes sur... alors là,
là, je vais enlever mes critères d'avant. Combien il y avait, quel pourcentage de filles et de garçons il y avait, quelle mention au bac avaient les candidats qui ont eu une place. Donc, euh, voilà, vous avez les informations là. Le pourcentage de boursiers qui ont été admis, de quelle académie ils venaient, est-ce que c'était de la même académie ou pas. Donc ça peut donner, vous voyez, un enfant qui est à Paris, qui veut faire cette licence de droit à Bordeaux, eh ben, il n'aura que, je vois pas parce qu'il y a encore un écran là, 21% de chance d'être admis si en plus il a euh, un bac, et puis voilà, ça se cumule avec un bac général, il n'y a que 57%. Donc s'il vient d'un bac technologique, il a que 7% de chance. Donc s'il vient d'un bac technologique avec une autre académie, vous imaginez bien que c'est peut-être un vœu un peu optimiste qu'il pourrait exprimer dans Parcoursup. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous servir de SubTracker et avec plein d'autres fonctionnalités. L'autre outil qui a apparu l'année dernière qui s'appelle SupEasy. Alors, je viens de voir qu'il est passé en payant sur certains aspects. Je ne sais même pas combien il propose de faire payer, mais en tous les cas, ça permet aussi d'estimer un peu selon son niveau, selon ses spécialités, quelles sont les filières envisageables. Donc là, j'avais fait une recherche en imaginant que je suis un élève qui va probablement avoir 13 sur 20 au bac. Bon, pour calculer ça, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ça vous permet d'imaginer un peu le niveau. Votre enfant est en bac général, hop, et on veut regarder les BUT services qui sont accessibles, et il est intéressé par exemple par des carrières juridiques, oh, voilà. Et il a cette information qui est admise ici en disant, voyez un petit nuage là, le petit nuage quand je regarde, ça veut dire ça se passera peut-être, mais dans les derniers admis. Donc il y a des chances que ça se passe, mais pas forcément tout le temps, quoi. Euh, voilà, donc ça c'est important de l'avoir en tête pour regarder aussi quelles sont les chances d'accéder à cette formation. Il y a plein d'autres fonctionnalités, des statistiques par spécialité, des statistiques par baccalauréat, par filière de supérieur, le profil des admis. Vous voyez par exemple, si on le fait celui-là, ah bah non, bah ça c'est devenu premium, donc ça faut payer pour avoir. Bon, voilà, je vous laisserai regarder. C'était gratuit l'année dernière, mais c'est devenu payant. Voilà, il faut bien qu'ils vivent. Voilà, donc SubTracker, SupEasy. Ils se basent tous les deux sur l'open data de Parcoursup, c'est-à-dire que Parcoursup met à disposition de tout le monde euh, ces bases de données des formations, les critères en fait exprimés par les formations, les résultats, les admis, etc. Bien sûr, tout est anonymisé par rapport au candidat, hein, on ne peut pas trouver le nom d'un candidat, mais en tous les cas, on peut avoir des statistiques sur combien deux filles ont été admises l'année dernière avec telle mention au bac ou avec tel bac, telle spécialité, etc. Ça peut donner des indications et puis surtout, ça peut aussi donner des idées complémentaires pour étoffer un dossier d'orientation. Je vais arrêter ce partage-là. Je vais revenir sur mon PowerPoint que vous ne voyez pas. Hop, hop. Donc là, vous êtes en PowerPoint. Vous avez les sites, je vous les enverrai, mais les voilà affichés. Ça, c'est vraiment des sites à avoir en tête et à les consulter régulièrement. Et puis, pour ceux qui sont analytiques et qui ont envie d'aller un peu plus loin, justement, dans l'analyse des vœux qu'auront vos enfants, bah, ça vous permet de vous faire un peu de documenter chacun des vœux en fonction de ce que vous aurez trouvé sur ces différents sites. On reste sur Parcoursup et on va parler de la procédure, donc rapidement, parce que vous allez en entendre parler beaucoup toute l'année. Pour ceux qui sont pas en terminale cette année, ou les parents, enfin, en tout cas, qui n'ont pas d'enfants en terminale, ça changera l'année prochaine à la marge, à quelques jours près, hein, c'est toujours un peu le même rythme. Ça veut dire que fin décembre, les chiffres des formations 2020, enfin, en fait, les formations seront mises à jour avec les chiffres de l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière dans cette formation-là? Combien ils ont de candidats?
Combien ils ont... Ok. Alors, attendez. Euh, je vais faire quoi? Est-ce que vous m'entendez encore là? Oui, c'est bon là. C'est bon, ok, ça c'est arrêté. Parfait, merci. J'en étais sur mon PowerPoint. Donc, donc, il y aura les chiffres de l'année dernière, de la dernière cohorte qui a été admise. Il y aura les nouveaux chiffres de l'année prochaine en disant, voilà, bah, nous, on a 25 places et voilà les critères qu'on va rechercher, etc. Donc ça va être mis à jour le 18 décembre. Donc ça vaut le coup d'aller voir pendant les vacances de Noël. C'est une très bonne activité quand on est au coin de la cheminée, voilà, de regarder les formations. Ça vous permet aussi d'avoir un historique sur les 3 dernières années, de voir s'il y a plus ou moins de place dans cette formation, si elle devient de plus en plus compliquée ou pas, forcément, voilà, aussi. À partir du 15 janvier, la plateforme sera ouverte aux candidats de terminale ou en réorientation en post-bac, les étudiants qui souhaitent se réorienter ou ceux qui veulent refaire une première année post-bac. Et dans ce cas-là, ils auront accès à deux choses, la formulation des vœux et la saisie de leur dossier. Donc, ils vont pouvoir commencer à saisir leur dossier, à mettre leurs coordonnées, à saisir leur centre d'intérêt, etc. À formuler des vœux, donc à jouer avec les vœux. Donc il y a 10 vœux sans alternance, 10 vœux avec alternance, des sous-vœux, etc. C'est pas forcément le sujet du webinaire du jour, mais on pourrait y revenir si vous avez des questions. Et en tous les cas, pendant la période jusqu'au 13 mars, sachez qu'on peut enlever des vœux, ajouter des vœux, voilà, essayer, voir comment ça fait, voir ce qu'on arrive à saturer en termes de vœux, jusqu'où on peut aller, jusqu'où ça bloque, etc. Donc ça, on peut tout à fait le faire. C'est juste que à partir du 13 mars, on ne peut plus euh, ajouter de nouveaux vœux. Donc il faut les avoir ajoutés avant le 13 mars. Et en tant que parent, je pense qu'un des rôles que vous avez, c'est aussi d'anticiper ça, donc avoir bien en tête le calendrier pour pas se retrouver à gérer ça le 13 mars. Et puis, on doit confirmer les vœux, donc avoir tout finalisé le 2 avril. Je crois que sur les 4 dernières années, à chaque fois, cette période-là, la plateforme est saturée, ça bug, c'est stressant pour tout le monde, etc. Alors, souvent, ils accordent 2 heures de plus, 3 heures de plus, une demi-journée de plus, etc. Mais en même temps, ça sert à rien. Enfin, généralement, vous n'êtes pas à une demi-journée près non plus. Donc, essayez, pour que ça soit plus serein, d'avoir anticipé d'un jour ou deux, voire une semaine. Quand c'est fait, voilà, il y a pas à revenir dessus. Donc ça, c'est l'expression des vœux, la deuxième étape. Puis à partir de fin mai, on n'a pas encore la date, on l'aura prochainement, les formations vont donner leur réponse. Donc, est-ce qu'ils ont rejeté la candidature ou est-ce qu'ils l'acceptent, et dans certains cas avec certaines conditions. Et si la personne est mise sur liste d'attente, le candidat est mis sur liste d'attente. Donc là, suit toute une procédure d'acceptation des vœux sur lesquels on a été de choix, si on a plusieurs vœux admis, et puis de gestion de l'attente avec les listes d'attente. Courant juin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une phase complémentaire dans laquelle les candidats peuvent rajouter des vœux. Donc, par exemple, s'ils sont très déçus puisqu'ils n'ont pas eu de vœux, ils n'ont eu aucun vœu, mais ils peuvent en rajouter d'autres. C'est des formations qui ont encore des places, qui ont déclaré avoir encore des places. Ce qu'il faut même savoir, c'est qu'il y a certaines formations qui se gardent des places et qui vont les rajouter spécialement à ce moment de phase complémentaire pour avoir accès à des candidats qui seraient motivés aussi. Ces étapes de Parcoursup, on reviendra dessus si vous avez des questions. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur Azimut, on a lancé il y a quelques semaines un calendrier de l'orientation sur lequel on met à jour toutes les dates de Parcoursup. Donc sur ce calendrier de l'orientation qui est gratuit, accessible à tous, sur azimut-orientation.com, vous avez les dates des vacances, très important, les dates de Parcoursup, et puis les dates des épreuves de baccalauréat, du brevet même, les salons principaux, en tout cas d'ici quelques mois, partout en France, les journées portes ouvertes de nos partenaires. Donc là, il n'y a pas toutes les journées portes ouvertes de tout le monde. Sachez que les journées portes ouvertes des formations sont disponibles, seront mises à jour dans Parcoursup. Donc elles sont disponibles sur Parcoursup, sur les propres sites des écoles ou des universités, mais aussi dans Parcoursup.
Voilà. On va passer à votre mission. On arrive vers la fin du moment où j'ai envie de parler, mais après, on passera aux questions. Donc, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que la première chose, c'est, vous avez vu par rapport à Parcoursup, c'est une mine d'informations. C'est un outil de recherche phénoménal, c'est très très dense. Il y a plein de sites qui peuvent vous aider aussi. Il faut que vous vous familiarisez à ça. C'est-à-dire que, honnêtement, n'arrivez pas 3 semaines avant la fin de l'expression des vœux à vous intéresser à Parcoursup. Ça serait vraiment dommage parce que vous avez l'opportunité là de vous rendre serein tous sur Parcoursup. Vous avez aussi, en tant que parent, la mission, en tout cas, vous pouvez vous donner la mission de booster le dossier de votre enfant. Donc ça veut dire faire attention à ce que votre enfant arrive à exprimer tous ses talents, tout ce qu'il a fait, toutes ses qualités, et éventuellement l'aider à rédiger sans le faire à sa place. Déjà parce que euh, les formations le voient, hein, quand c'est les parents qui ont rédigé ou quand c'est ChatGPT qui l'a fait, voilà. Donc c'est pas intéressant. Surtout, c'est le fait de l'aider à le faire, mais de le laisser faire votre enfant. La démarche qu'il aura faite, il l'aura plus intégrée. Éventuellement, ce sera plus facile pour lui d'en reparler à l'oral lors d'un entretien. Alors que si c'est vous qui lui avez donné le papier à copier-coller, l'entretien il sera un peu sec. Voilà, donc booster son dossier, ça veut aussi dire l'aider à mettre des mots sur ses talents, à trouver des situations sur lesquelles il a exprimé ses talents, ou en tout cas sur des situations qu'il a mis en œuvre et qui étaient intéressantes, faire ressortir les aspects un peu singuliers de son dossier. Il faut pas hésiter à aller dialoguer avec les professeurs, et en tout cas le professeur principal en terminale, qui sera amené à rédiger la fiche à venir sur laquelle il donne un avis sur chacun des vœux. Donc ça, c'est très important. Il y a beaucoup de formations qui s'appuient énormément sur la fiche à venir. On en reparlera si vous voulez. Le conseil que je peux vous donner en tant que parent aussi, c'est par rapport au projet d'orientation, c'est d'avoir toujours en tête que oui, c'est bien d'être super optimiste et ambitieux et que, on veut le meilleur pour son enfant et qu'on sait tous que de bonnes études, normalement, débouchent vers des boulots plus facilement. Mais soyez aussi réaliste. Donc, soyez conscient de ce que votre enfant a comme dossier, a comme commentaire de ses professeurs, a comme évolution de ses notes, etc., dans les matières qui sont importantes pour ses formations pour que les vœux qu'il exprimera aient quand même des chances d'aboutir. Parce que déjà, c'est très désagréable euh, d'avoir des refus quand on pensait que vraiment qu'on pouvait y accéder, donc c'est pas sympa, donc autant qu'on les évite au maximum. Et puis, surtout, ça vous permet d'assurer quand même un peu la sécurité d'avoir une ou des formations qui plaisent à votre enfant. Donc la fiche à venir, on en a parlé. Soyez réaliste, soyez optimiste. Voilà, faites des vœux sécurisants aussi. Il y a toujours un peu une stratégie de vœux à avoir. En tant que parent, vous pourriez avoir envie de faire une grille d'analyse, un peu analytique peut-être de tout ça, pour vous mettre les critères qui sont importants pour vous, pour votre enfant, pour votre famille, qui peuvent être la distance par rapport au foyer, qui peuvent être le coût de la formation, qui peuvent être euh, les chances d'aboutir données par Subtracker, qui peuvent être... il y a plein de critères. Les diplômes aussi, les diplômes, c'est hyper important. Quels diplômes seront délivrés? Quelles reconnaissances de diplômes sont délivrées par cette formation? Ayez en tête que les formations maintenant débouchent et proposent en fait plein de passerelles d'une formation à l'autre. Donc en fait, votre enfant, ayez en tête qu'il est possible déjà que dès la première année, il se réoriente. Ça arrive à 20% au moins des étudiants, donc c'est pas négligeable. Ayez-le en tête. Mais ayez aussi en tête que après un BTS, on peut rejoindre une autre formation, etc., et rebondir sur un parcours qui est intéressant. Donc, essayez de vous renseigner d'ores et déjà de quelles sont les poursuites d'études possibles après les vœux exprimés par votre enfant. Euh, Votre rôle, à mon sens, en tant que parent, c'est vraiment de s'assurer que votre enfant va saisir dans Parcoursup, en tous les cas, des vœux qui peuvent aboutir et qui serez content de voir aboutir et que vous seriez serein de voir aboutir. La première année d'Azimut, j'ai eu une maman qui m'a appelée en catastrophe en juillet en me demandant à parler à Monsieur Teilhard, donc comme si j'étais dans le même bureau
que le chef de projet Parcoursup, bref, et me demandant passez-moi Jérôme Teilhard, c'est inadmissible, Parcoursup a attribué une formation à ma fille qu'elle ne peut pas se payer. Alors, j'étais un peu gênée parce qu'en fait, je lui ai dit, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que votre fille, elle a accepté cette formation en connaissance de cause. En tous les cas, elle avait les moyens d'aller comprendre quel était le coût de cette formation-là. Et elle l'a non seulement saisi comme vœu, et puis ensuite, elle l'a accepté. Elle a eu une proposition d'admission, et puis elle l'a accepté, donc consciemment. Donc, c'est pas du tout Parcoursup, en fait. C'est malheureusement votre fille qui a fait cette démarche-là. Et vous, en tant que parent, ben, en fait, je lui dis, vous auriez aussi pu aller regarder et vous intéresser au coût des études que suggérait de faire votre fille. Voilà. Donc, chacun a ses capacités, mais en tous les cas, bah, soyez-vous conscient, bah, voilà, je vous l'ai dit, donc allez regarder les coûts des formations et essayez d'estimer le coût total, hein, parce qu'il n'y a pas que le coût de la formation, il y a le coût de la vie aussi, le coût du logement si votre enfant est plus chez vous, des transports, de la vie étudiante, etc. Donc ça, c'est votre mission. Donc familiarisez-vous, boostez le dossier de votre enfant, ayez une stratégie donc pour être réaliste, analytique, et puis analyser le parcours, analyser les différents parcours possibles pour que ça soit acceptable. Azimut, c'est ma dernière slide. Après, je crois que c'est ma dernière slide. C'est ma dernière slide. Azimut, est là, reste là avec plein de choses pour vous aider, gratuitement, tout ça. Ce que je vous dis là, c'est tout à fait accessible pour vous gratuitement. Il y a un audio, je vous enverrai le lien, que je trouve très intéressant, d'une personne à Dauphine, l'université de Dauphine, qui est une des plus sélectives, qui est sur une des licences les plus sélectives de Parcoursup, et qui explique son mode opératoire en tant que formation qui recrute sur Parcoursup. C'est une discussion que j'ai eue avec cette personne pendant, je sais pas, 40 minutes. Honnêtement, elle donne beaucoup d'informations qui peuvent s'appliquer à d'autres formations. Donc, allez l'écouter, c'est une formation, c'est une interview hyper intéressante. Euh, Parcoursup, je vous l'ai dit, je l'ai interviewé plusieurs fois Jérôme Teilhard. Ça vaut vraiment le coup de les écouter parce que, en fait, il décrit un peu le principe de Parcoursup et il donne plein d'informations. Vous avez 600 épisodes sur Azimut, dont une petite centaine, je dirais, qui concernent Parcoursup. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur azimut-orientation.com ou tout simplement dans votre outil de podcast habituel. Et puis, abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas le cas. Allez voir le calendrier. Il y a des guides téléchargeables sur Parcoursup gratuits aussi. Et puis, tu as une grande nouvelle, et je vous en reparlerai aussi. On vient de concevoir un parcours réservé aux parents de terminale pour les aider sur l'orientation et Parcoursup en terminale, avec 3 ateliers qui ont lieu, 2 en décembre et un en janvier. Voilà, là c'est un parcours qui sera payant, mais et qui sera surtout réservé à très très peu de parents. On va prendre très peu de parents pour ce parcours et on va vraiment aller beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous en reparlerai et si vous voulez vous inscrire, je pense qu'il faudra être assez rapide. J'arrête la présentation, je vais regarder un peu le chat, mais aussi prendre vos questions. Donc ce que je vous propose, c'est, attendez, de tout simplement peut-être lever la main et puis quand je vois une main levée, je peux vous donner la parole, vous allumez votre micro et on parle de ça. Je vous en prie, allez-y, qu'est-ce qui veut poser une question? Alors, je vois Églantine. Églantine, dis-moi. Ah, pardon, je n'avais pas trouvé mon micro. J'ai deux questions, en fait, donc je les pose et puis peut-être que d'autres, je sais pas si tu me dis si tu veux y répondre. La première, c'était par rapport au compte que tu as créé. Tu as dit que c'est aux enfants de créer leur compte, mais aussi en nous encourageant à y aller. Est-ce que nous, on peut quand même se créer un compte? Moi, j'ai un fils en première, donc je veux juste me familiariser. Je veux pas que ça l'empêche de créer son compte après. Est-ce que moi, je peux me créer un compte avec Je mes... peux créer un compte et lui peut se créer un compte. Ok. En fait, c'est pas, il y a une différence entre compte et dossier. Ouais, moi, Euh, c'est compte. voilà. Je veux pas faire de dossier. Je veux Voilà. faire De un... toute façon, le Ok. dossier, il ne pourra pas le faire s'il n'a pas de Non, son non, numéro, non. etc. Donc, il n'y a Et aucun moi, je peux... risque.
Vous n'avez D'accord, aucun risque à le faire. Et tu peux en faire un, il peut en faire un d'accord. aussi. Aucun souci, aucun Ok. risque. Et la deuxième question qui est peut-être très rapide, tu as parlé des moteurs de recherche, donc Parcoursup, parcours privé, après, mais ça c'est vraiment les moteurs de recherche, enfin, en tout cas pour moi c'est des moteurs de recherche, c'est ce que tu as expliqué aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a la même chose pour l'international ou pas du tout? L'international c'est complètement hors Parcoursup et hors Alors, parcours privé. l'international, c'est hors Parcoursup, ça c'est sûr. Ouais, C'est hors parcours d'accord. privé aussi. Et D'accord. très franchement, j'y connais pas grand-chose. Donc, je peux Mais il pas. n'y a pas de banque Il comme n'y a ça, pas de ça banque peut-être. de données D'accord. internationale. Ok, Euh, il y a un webinaire dans pas longtemps organisé par d'accord. Azimut sur les études à l'étranger qui peut être intéressant d'aller Ok. voir. Euh, Organisé par qui? J'ai pas entendu. par Azimut, par Azimut, par Ah Azimut. oui, t'as pas par toi, d'accord. Donc, il y aura ce webinaire qui peut apporter des réponses. Une chose D'accord. que je sais, c'est que les délais de Ouais, candidature à ils l'étranger sont pas sont les très mêmes. différents Oui, et voire même peuvent commencer dès la première. d'accord. Ok. Il faut avoir fait des choses en première, type passer une certification en Ouais, les anglais, l'IELTS, etc. etc. Ouais, Voilà. ok, ok, d'accord, merci. Je te laisse baisser ta main et j'ai donné Oui, la je parole baisse ma main. Je vais juste être lente, mais c'est tout. à Lucie Morillon. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Ça nous apaise un peu par rapport à la complexité, en tout cas aperçue de Parcoursup. J'avais juste une petite question. Ma fille est potentiellement intéressée par des études de médecine et je suis pas sûre de bien comprendre la différence entre PASS et LAS. Et est-ce qu'il y a des passerelles? Vous parliez de passerelles. Je trouvais ça très intéressant entre les deux. Est-ce que vous savez? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des études de médecine parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde. En tous les cas, on peut candidater en passe et en LAS. Et ensuite, il y a selon les réussites, des possibilités de repasser dans l'un ou dans l'autre. Mais je ne peux pas répondre à cette question-là de manière hyper précise et ce soir. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir aller plus loin que ça. Je creuserai de mon côté. Merci. Bon. Juste, il y a aussi des épisodes sur les études en médecine sur Azimut qui sont hyper intéressants parce que c'est des témoignages d'étudiants qui ont raté médecine il y a 3 ans. Et en fait, c'est intéressant d'apprendre des erreurs des autres. Et entre autres, ce que disaient les étudiants en médecine qui ont raté médecine, c'est que ils se connaissaient pas bien et en particulier, ils connaissaient pas bien leur méthode de travail. Voilà, donc Hmm, ils avaient un peu plombé. d'accord, Voilà. merci. Lynn, si vous voulez poser votre question, c'est à vous. Oui, bonsoir Perrine. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante également. J'ai appris beaucoup. Néanmoins, j'ai une question sur la sélectivité en fonction du lycée de provenance. Comment se Mhm. passe-t-elle sur Parcoursup? Parce que j'ai cru comprendre qu'à dossier équivalent, selon les notes d'un enfant, il peut y avoir des différences de prise en compte voilà, liées au nom du lycée, parce que des lycées se font mieux voir, mieux connaître de la part des formations. Alors, ça, c'est la nébuleuse et le sujet un peu. Il n'y a pas de réponse scientifique. On parle toujours d'égalité des chances, etc. Donc, normalement, à dossier égal dans deux écoles, dans deux lycées, il y a égalité, quoi. Là, ça peut être départagé par des choses. Vous voyez, dans Dauphine, justement, elle disait de temps en temps, vu que tous nos candidats, ils ont 19,9 de moyenne en maths, parce qu'il faut être excellent en maths pour la formation en question, et bien, de temps en temps, c'est l'évolution de la note de sport entre la première et la terminale qui rentre en considération. Maintenant, sur le nom du lycée. Alors, derrière votre question, Lynn, je peux rajouter celle qui sera peut-être posée ou qui a peut-être été posée sur les lycées privés et les lycées publics, et les lycées hors contrat, les lycées en contrat, etc. Euh, Normalement, il n'y a pas de différence qui est faite sur le nom du lycée. Le nom du lycée ne fait pas partie euh, du dossier. Néanmoins, il apparaît explicitement sur la fiche à venir qui est à disposition des formations. Donc les formations peuvent quand même aller voir le nom du lycée. Et il existe des répertoires de niveau de lycée. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont officiels ou pas officiels, mais j'ai des formations qui m'ont montré des répertoires de catégories de lycées, où il y a des lycées, par exemple, très forts, des lycées moins forts, avec des bases de données probablement sur les taux de réussite au baccalauréat, le nombre de mentions obtenues ces dernières années, etc., etc. Donc, avec tous ces chiffres-là,
certaines formations sont en mesure de pouvoir estimer la catégorie du lycée et donc de pouvoir dire un 19 dans un lycée très élitiste, enfin, ou, on va dire un 10 dans un lycée très élitiste équivaut à un 15 dans un lycée moins bon. Voilà. Mm. Donc, ils peuvent prendre en considération la provenance du lycée. Ils peuvent le faire. Ils ne le font pas forcément, mais ils peuvent le faire. Et puis, il y en a certains qui le font tout à fait sciemment. Voilà. Est-ce que j'ai Ok. répondu à votre question, Lynn? Tout à fait. C'est exactement ma problématique. Je vous remercie. Je vous en prie. Après, il y a la notion, alors je ne sais pas si vous aviez envie de poser cette question-là aussi dans la continuité, mais les stratégies, est-ce qu'il vaut mieux être premier de classe dans un lycée nul, je schématise un peu exprès, ou milieu de classe dans un lycée très bon, ou etc. Ça, c'est des stratégies qui sont euh, bah, à faire et à anticiper, hein, parce que ça, on n'anticipe pas ça en terminale, mais qui peuvent être intéressantes selon les études envisagées. Et c'est là où, encore une fois, Subtracker et Supeasy peuvent être intéressants, et puis Parcoursup, c'est de voir justement quels sont les critères pris en compte par les formations. Et dans certains cas, c'est très important, on le comprend, des premiers de classe ou dans les premiers de classe. Et d'avoir par exemple, celle de la personne de Dauphine me parlait d'un écart type entre le candidat et le premier de la classe. Donc, elles sont capables d'avoir des informations super précises. Donc ça peut amener à des stratégies, à anticiper certaines stratégies. Voilà, Lynn. Je vous laisse rebaisser votre main et je vais donner la parole à Bruno. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. J'avais mis deux questions dans le chat. Bon, il y en a une, vous avez un peu répondu sur l'aspect lycée de provenance. Moi, je l'avais élargi sur tout type de discrimination qu'il pourrait y avoir selon l'origine géographique, le patronyme, etc. Comment être sûr que, alors si je comprends bien, c'est pas forcément Parcoursup qui pourrait tomber dans ces travers-là, mais plutôt les formations qui donneraient leur réponse. Comment être sûr que, je ne sais pas s'il y a une charte de bonne conduite qui est faite entre Parcoursup et les formations pour éviter que voilà, ils fassent une discrimination sur quoi que ce soit. Et ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était euh, sur, en gros, entre guillemets, une stratégie de vœux à saisir. C'est un peu ce qu'on entend un peu tous parler entre parents, c'est quoi le bon nombre de vœux à saisir? Est-ce que trop peu ou pas assez? Je sais pas quels sont les critères pour être sûr que, parce qu'on va saisir, je sais pas, 6 vœux, mais il y en a que deux qui vont vraiment intéresser l'enfant, comment être sûr, même si on en saisit 6, d'avoir ces deux-là qui pourraient être privilégiés. Enfin, c'est un peu la nébuleuse là-dessus qu'on aurait besoin des éclaircissements. Alors, je vais essayer de répondre avec ce que je sais. Sur la partie de discrimination, les formations qui sont sur Parcoursup s'engagent à, évidemment, l'égalité des chances et donc la non-discrimination sur l'ensemble des sujets, quels qu'ils soient. Ils n'ont pas, en tout cas sur les patronymes, sur les noms, les prénoms, etc., les dossiers sont anonymisés D'accord. jusqu'à la proposition. C'est-à-dire qu'une fois que une fois qu'ils ont fait une proposition au candidat, je crois qu'ils ont accès à son nom et à son prénom. Donc même si le candidat la refuse, mais ils ont accès par exemple aux candidats sur liste d'attente, leur nom et leur prénom. Mais ils ont déjà proposé une place ou en tout cas attribué un rang dans une liste d'attente. En gros, la formation, quand elle reçoit la candidature, quelle information elle a sur la personne, sur l'élève en elle-même? Bah, elle a l'affiche à venir qui dit du professeur principal, ce vœu correspond exactement, est très favorable. L'établissement donne un avis très favorable pour l'élève sur ce vœu-là. Mhm. Ils ont les notes, ils ont les commentaires des professeurs, ils ont l'accès à la lettre de motivation, ils ont accès, ils peuvent faire des recherches sur des mots-clés, ils ont accès au dossier sur la partie centre d'intérêt, curiosité, découverte du monde, ces trucs-là. Donc, ils ont accès à tout, mais pas au prénom, pas au nom. Je pense pas qu'ils aient accès à l'âge, etc. D'accord. Ok, donc ça va à peu près juste bah, l'origine géographique parce qu'il parle par l'intermédiaire du lycée, donc il est. Je crois que voilà, C'est tout. l'origine géographique, ça, ils ont accès, ils peuvent faire des filtres, oui, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est important parce que, et ils le stipulent souvent, hein, qu'ils gardent certaines places
ou peu de place justement pour hors académie. Ok. Euh, donc ça, c'était votre première question de ce que j'en sais. Après, il y a 23 000 formations qui ont 23 000 stratégies de sélection, hein. Donc c'est ça qui est un peu compliqué de généraliser. Et dans la majorité des cas, ils respectent leurs engagements. Dans d'autres, ils sont des vrais filous. Donc c'est aussi comme ça. Voilà. Ok. Euh, sur la stratégie des vœux. Alors, il y en a plein des stratégies de vœux. Vous avez le droit à plein de vœux, donc 10 vœux, plus plein de sous-vœux, plus des vœux en apprentissage, etc. Euh, Ah, pardon, il y a vœu et sous-vœu. Je ne sais pas la En fait, différence. un sous-vœu, c'est... alors, il y a plein de cas possibles, et ça, ça serait peut-être un peu long d'aller là-dessus aujourd'hui, et j'ai pas mes antisèches sous les yeux exactement, mais euh, la même formation, par exemple, je crois que je dis pas de bêtises en disant la licence de droit à Sorbonne et à Nanterre, ça compte pour un vœu et deux sous-vœux. Parce que c'est la même licence, mais dans deux établissements différents. D'accord. Donc ça va décompter un vœu et deux sous-vœux. Peut-être que je me trompe, mais et ensuite, il y a des autres sous-vœux du type, quand vous vous inscrivez au concours Sésame, c'est un vœu. Le concours Sésame donne accès à 20 ou 30 formations potentielles, qui sont autant de sous-vœux. Et que vous pouvez toutes les cocher. Ça ne comptera pas comme un vœu en tant que tel, mais comme un sous-vœu. Et je crois que vous avez le droit à 20 sous-vœux. D'accord. C'est pour ça qu'une fois que le enfin, une fois que le Parcoursup est ouvert, si votre enfant est en terminale, dès le 15 janvier, allez faire l'entraînement de quelques vœux. Parce que en les ajoutant, en les soustrayant, très vite, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit compteur de vœux et de sous-vœux qui vous montre ce qui compte comme un vœu, comme un sous-vœu, etc. Et puis, on reviendra dessus. Vous avez sur Azimut des informations disponibles sur les vœux et les sous-vœux si vous cherchez dans le moteur de recherche. Sur Parcoursup aussi, l'explication, elle est très claire, il y a plein d'exemples, c'est assez limpide. Mais effectivement, il faut savoir que vous avez le droit à 10 vœux, plus 10 vœux en apprentissage, 20 sous-vœux, je crois. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Moi, je vous conseille pas de faire qu'un seul vœu, même si votre enfant est déterminé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Et puis, il sera probablement un candidat parmi des milliers. Euh, et en même temps, il faut que les vœux qu'il va exprimer le motivent aussi. Ça sert à rien d'avoir un accès, une place dans une formation qui l'intéresse absolument pas, hein. Donc c'est ça qui est un peu difficile. C'est quand même, normalement, tous les vœux exprimés sont potentiels, sont les études potentielles de l'année suivante. Donc il faut vraiment avoir une forme de motivation, quoi. Ok. Euh, voilà, donc je ne peux pas vraiment répondre plus que ça aujourd'hui sur la stratégie des vœux, mais euh, et vous pouvez en mettre plein, mais si c'est des vœux qui sont enfin, où votre enfant a envie d'y aller, et surtout éviter le côté un vœu ou deux vœux, c'est pas beaucoup quand même, hein. Surtout si vous regardez sur Subtracker ou l'historique même sur Parcoursup du nombre de places disponibles. Souvent les classes sont pas extensibles, hein. T'entends, il y a que 25 places proposées pour une formation, donc ça va assez vite, hein. Donc voilà, donc c'est sur cette stratégie. On pourra peut-être revenir dessus s'il y a d'autres questions, mais je vous propose qu'on avance. Lynn, je sais pas, votre main est toujours levée, donc est-ce que vous avez une autre question ou est-ce que c'est la question de tout Tout à à l'heure? fait, merci. Vous parliez de l'aide de motivation tout à l'heure. Je voudrais savoir si sur votre site ou il y a des outils pour, parce que bon, quand on cherche un travail, on voit à peu près ce qu'on peut écrire dans une lettre de motivation. Quand on cherche une formation, quelles sont les bonnes, enfin, avez-vous des recommandations particulières? Alors, sur Azimut, j'ai pris le parti de ne pas afficher d'exemple de lettres de motivation. Vous avez un ou des épisodes sur les lettres de motivation qui vous expliquent un peu la structure attendue, qui est assez semblable à la recherche d'un emploi où, globalement, on parle de soi, on parle de son adéquation avec la formation et on démontre sa motivation. Donc, c'est assez classique dans la structure. Après, dans le contenu en lui-même et dans la forme, on est limité en nombre de caractères. Donc ça, il faut appréhender
et comprendre comment le comptage des caractères se fait. Si vous le faites sur Word et ensuite vous copiez-collez, vous allez vite vous rendre compte. Il faut se rendre compte avant le dernier jour que les espaces sont compris ou pas compris. Enfin, il y a toute cette subtilité-là qui est à comprendre. Il y a certaines formations qui donnent des 1500 caractères ou 15 000 caractères et d'autres 150 000. Donc ceux qui en donnent beaucoup, bah, c'est aussi que ça donne éventuellement des lettres beaucoup plus longues que la moyenne, donc beaucoup plus euh, creusées. Euh, et ensuite, il faut surtout mettre un contenu qui est attendu enfin, qui correspond à la réalité, hein, on ne ment pas dans une lettre de motivation, et qui correspond aux attentes de la formation, donc que vous allez trouver comme critère sur Parcoursup en particulier. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire. Euh, ChatGPT, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, vous, en tant que parent, le faire pour votre enfant, c'est pas une bonne idée. Par contre, si on peut éviter les fautes d'orthographe, c'est toujours plus agréable. Donc, vous pouvez éventuellement relire ou faire relire par des outils. Euh, mais en tous les cas, laissez votre enfant exprimer sa motivation. Vous allez aussi, c'est aussi un bon exercice pour ressentir l'intérêt de votre enfant sur cette formation, en fait. Si votre enfant se dit intéressé, mais qu'il a vraiment trop flemme, comme ils disent, d'écrire la lettre, bah, en fait, on va lui dire, t'es gentil, mais dans 6 mois, tu vas te retrouver face à un professeur à devoir écrire ou faire un exposé ou, voilà, ou passer un partiel. Tu vas pas répondre flemme. Donc, il faut que tu ailles un peu plus loin voilà, faut que tu dépasses ta flemme. Donc, voilà. C'est des lettres qu'on ne signe pas. J'ai vu qu'il y avait une question sur le nom. On ne signe pas sa lettre de motivation. Le côté même formule de politesse n'est pas forcément nécessaire, hein. C'est pas ce qui est jugé, c'est le fond, hein, qui est jugé. Donc, il n'y a pas besoin de mettre bonjour monsieur, bonjour madame, très cordialement, mes salutations, etc. C'est pas forcément nécessaire. Souvent, c'est assez limité en nombre de caractères, donc il faut aller vite à l'essentiel. On peut évidemment dupliquer les lettres de motivation d'une formation à l'autre sans se tromper et en adaptant pour chacune bah, des sujets à mettre en avant, voilà, de ses qualités, des situations qu'on a mis en œuvre, etc. Voilà sur cette lettre de motivation. Est-ce que, Lynn, j'ai répondu à votre question? Je vais considérer que c'est oui. Merci. Je vais prendre les questions. Alors, sauf si vous en avez d'autres, levez la main. J'en vois plein d'autres dans le chat, donc je vais les lire et je vais repartir des dernières. Je ne trouve pas la main. Ben voilà, moi je suis là. Les enfants font un stage en seconde et troisième. Faut-il prévoir d'avoir... Alors, les lettres de motivation pour les stages. Non, vous n'aurez pas d'emplacement pour les mettre dans Parcoursup. On ne peut pas charger de documents voilà, complémentaires. Par contre, moi, j'aime bien en demander quand même, parce que c'est dans ces lettres de motivation, de recommandation, pardon, que souvent sont décrits des éléments de comportement ou voilà, des situations dont votre enfant pourra se resservir dans ces lettres de motivation. Et il pourra dire, par exemple, j'ai effectué un stage, il va être, je sais pas, avocat, donc j'ai effectué un stage en cabinet d'avocat. Et mon maître de stage a d'ailleurs trouvé que j'avais été je sais pas quoi, très assidu ou très curieux sur cette partie de droit social qui m'intéresse particulièrement. Voilà, donc il pourra s'en servir comme ça. On ne peut pas charger une lettre de motivation dans Parcoursup. Ouais, Euh, il y a effectivement des lettres de motivation aussi. Vous trouverez des sites avec des exemples de lettres de motivation, hein. Moi, j'ai pris juste le parti de ne pas le faire, mais vous en trouvez sur Internet. Il y en a plein, plein, plein. Voilà, moi je trouve que la démarche de la fabriquer soi-même est vraiment un moment intéressant pour de la relation parent-enfant. Voilà. ouais, merci Adrien. On va parler d'un enfant dyslexique découvert en seconde, qui a un PAP. Est-ce qu'on a intérêt à l'indiquer? Est-ce que c'est pénalisant? Idem si la maladie est handicapante a pénalisé l'apprentissage. Ouais. Alors, si si vous trouvez que l'enfant trouve et que vous l'avez peut-être validé en journée porte ouverte, que votre enfant est en mesure de suivre la formation qu'il vise, malgré sa dyslexie, malgré une particularité, un handicap, peut-être qu'il ne faut pas l'indiquer si derrière, de toute façon, la formation lui sera possible. Vous pouvez appeler sur Parcoursup, sur la fiche Parcoursup, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler l'école, c'est anonyme.
voilà, en disant, voilà, ma situation, est-ce que c'est pénalisant? Est-ce que vous avez des étudiants qui sont dans telle situation de handicap ou qui sont dyslexiques comme mon fils, etc. Et comment est-ce que vous les considérez? Est-ce que c'est pénalisant? Parce que l'objectif n'est pas de rentrer dans la formation de ses rêves. L'objectif, c'est quand même d'en sortir de cette formation de ses rêves. Donc, il faut avoir cette notion-là. Il y a la possibilité dans Parcoursup, il y a une case sur le handicap ou sur, je ne sais plus comment c'est appelé, comment ça s'appelle. Et là, vous pouvez le stipuler. Je crois que ça n'est pas forcément accessible aux formations tout de suite, mais je ne sais plus. Par contre, ce que je sais, c'est que ça sera indiqué dans le dossier quand vous allez faire son Parcoursup, si- à quel moment c'est visible et par qui c'est visible. Et si Parcoursup vous dit que c'est pas visible, ça ne sera pas visible. Si Parcoursup vous dit que c'est visible, ça sera visible. Donc ça sera, encore une fois, faites confiance à l'ergonomie de Parcoursup. Ils ont l'habitude et ça, ils vous donneront l'information très claire. Je remonte sur les délais à l'étranger. Il y a l'information, là, c'est pas une question. Je remonte dans les questions. Comment fonctionne le résultat des vœux? Si le jeune est accepté dans plusieurs formations, est-ce qu'il a le choix? Doit-on attendre avant de choisir le jeune? Alors, euh, on va prendre la situation où votre enfant a formulé 10 vœux et génial, il a 2 vœux auxquels il est admis d'emblée dès l'ouverture des résultats des vœux. Super. Si c'est son vœu, si c'est le vœu ultime qu'il avait en tête, bon, très bien, il valide son vœu, ça supprime automatiquement toute sa candidature dans les autres vœux et il passe à la phase suivante qui est la phase administrative. Si parmi les 2 vœux, ce ne sont pas ses vœux ultimes, il doit de toute façon, dans un délai assez court, renoncer à un des vœux et en garder un. Donc il doit avoir fait un choix parmi les 2 vœux auxquels il était accepté. Et s'il est en liste d'attente, il peut toujours en garder un tant qu'il ne remonte pas sur les listes d'attente. Et puis quand il arrive à avoir 2 vœux acceptés, il doit faire un choix, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, avec un rythme de 3 jours, 2 jours selon les moments, etc. Il y a une pause pendant les épreuves de spécialité. Mais sinon, c'est un fonctionnement sur lequel, ce que je vous conseille, c'est que votre enfant ait fait son choix, son ranking en fait de vœux avant d'avoir les réponses, pour que l'aide à la décision soit plus facile au moment des résultats, parce que à chaud et dans l'émotion, c'est compliqué de prendre une décision et tout d'un coup, on se met à douter en disant, bah, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ça plutôt que ça, etc. Et voilà, donc vous pouvez, on ne peut pas garder 2 vœux acceptés longtemps. Il faut faire un choix par contre, on peut garder un vœu sous le coude, accepté en attendant la liste d'attente. Alors, vous voulez des détails sur les vœux et les sous-vœux? Je ne suis pas sûre de pouvoir vous en donner ce soir. Je verrai si j'y arrive. Euh, le bon nombre de vœux, on en a parlé. Que faire quand l'enfant ne sait pas quoi faire après le bac? Bruno et d'autres, j'imagine que Bruno, vous n'êtes pas seul. Revenez au webinaire qui a lieu, je crois, le 27 novembre. Inscrivez-vous, il reste des places. Là, on aura 3 conseillères en orientation qui seront à mes côtés pour répondre à cette question précise de comment est-ce que vous pouvez aider un enfant qui n'a pas, qui ne sait pas quoi faire, qui n'a pas d'idée. En attendant, il y a plein de choses à faire quand même. Vous pouvez vous intéresser à ce qu'il a fait en stage et qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, etc. Par exemple, ce qui donne un peu des pistes et ce qui ferme éventuellement des portes ou qui en ouvre d'autres. Voilà. Donc, mais en tous les cas, ça, c'est une réponse qu'on donnera plus précisément, je crois, au webinaire du 27 novembre. Quelqu'un m'a envoyé un mail automatisé, c'est parfait, merci. Je crois que j'ai fait le tour des questions écrites. Ah non, comment intégrer un portfolio pour les écoles d'art? Alors, je crois que c'est pas par Parcoursup. Déjà, certaines écoles d'art ne sont pas sur Parcoursup. Et quand c'est sur Parcoursup, je pense pas qu'on puisse saisir un portfolio. Ça doit se faire sur leur site probablement, en parallèle. Voilà, donc ça, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas, on a, encore une fois, sur Azimut,
beaucoup de contenu sur les écoles d'art, les études d'art, les portfolios, comment bien le préparer, etc. Donc n'hésitez pas à les consulter sur ces documents-là. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est 20h20, il nous reste 10 minutes. Et moi, je suis là à votre disposition. Si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets ou qu'on revienne sur certains sujets, qu'on refasse un tour dans Parcoursup ensemble. Voilà, je suis à votre disposition. Profitez de ce temps-là, n'hésitez pas. Alors, Carole, je vous vois parler, mais je vous entends pas. Sophie, je vous entends, mais je vous vois pas. Ah, problème de micro, certainement, Carole. Je vous laisse écrire votre question et je reviens dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant ou d'autres commentaires que vous vouliez formuler? Vous voulez revenir sur les profils des parents? Ah bah oui, très bien. Alors, j'ai un descriptif en fait que vous allez trouver. En fait, quand vous allez faire le quiz, vous allez répondre à 30 questions qui vont vous donner le profil sur lequel vous avez, qui semble être votre profil dominant au moment où vous avez répondu selon les questions auxquelles vous avez répondu. On va vous décrire ce profil-là et on va vous donner les risques de ce profil, les atouts de ce profil et qu'est-ce que vous pourriez faire d'un peu différent pour améliorer au mieux la situation. Donc, je ne peux pas vous donner tous les critères. Si vous voulez, on peut revenir dessus et les décrire rapidement, si ça vous intéresse. Mais en tous les cas, je vais essayer de le refaire là. Attendez, vous me faites repartir dans mon PowerPoint dans l'autre sens. Dans quel sens je vais? Je vais par là. Je vais vous afficher cette page. Hop. Pardon, hein, excusez-moi. Hop. Partager. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, vous avez les profils. Donc si je les prends, le parent collaboratif, donc le parent collaboratif, rapidement, c'est, si je caricature, hein, c'est le parent qui est épaule contre épaule avec son enfant tout le temps et qui est un peu dans tous les sujets, mais qui est vraiment dans le dialogue, dans l'échange en permanence. Le parent mentor, il aime bien donner ce que lui a vu, ce que lui a vécu, il donne son avis, il se positionne un peu en donneur de leçons, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il peut aussi apporter des retours d'expérience qui ont beaucoup de valeur. Le parent coach, comme tous les coachs, il pose des questions et des questions pertinentes et des questions ouvertes pour faire parler son enfant. Donc il est vraiment dans l'écoute et dans le questionnement de son enfant. Le parent explorateur, c'est le parent qui va être très curieux et qui va envisager plein de solutions et qui va mettre en place plein de tactiques, de stratégies à aller regarder dans tous les sens. Donc, qui ouvre plein de fenêtres différentes pour pouvoir, plein de portes pour aller voir ce qu'il y a derrière, quitte à les refermer derrière, mais en tout cas qui est très curieux, qui accompagne son enfant dans cette curiosité. Le parent agent, c'est comme l'agent de star, vous voyez, un peu, il place son enfant, donc c'est le parent qui va trouver un stage tout cuit à son enfant, le parent qui va avoir été à la journée porte ouverte pour promouvoir son enfant, etc. Le parent analytique, il est dans cette notion de j'analyse tout, je quantifie, je fais des stats, je compare tout le temps, etc. Avec le risque parfois d'oublier que bah, c'est son enfant qui fait son parcours d'orientation et que son enfant peut avoir aussi des émotions qui ne sont pas que des chiffres. Le parent facilitateur, bah, lui, un peu comme le parent agent, mais lui, il va vraiment faciliter, donc il va prendre les devants, avoir rempli, avoir préinscrit ses enfants à des journées portes ouvertes, avec potentiellement le risque de faire à leur place. Le parent protecteur, lui, bah, peut-être qu'il est un peu trop à la place de son enfant et qu'il le protège et qu'il l'empêche de vivre sa vie à venir en mettant plein de barrières et éventuellement en disant ça, je te vois pas trop quand même là-dedans, ça va être beaucoup de travail pour toi, je suis pas sûre que tu peux y arriver, quoi. Voilà. Le parent visionnaire, il voit loin, 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 loin. Donc il se dit, bah écoute, c'est génial parce que toi tu fais ces études-là, ensuite tu vas remporter un tel master là, puis tu feras un PhD là à Harvard, et puis derrière, je suis sûre que tu peux rentrer chez Tesla. Voilà. Peut-être qu'il en oublie un peu de voir le court terme. Et le parent observateur, c'est le parent qui a en surconfiance sur le projet de son enfant, peut-être au risque de ne pas assez s'investir et le laisser se débrouiller un peu seul. Voilà.
Donc ça, euh, c'est les différents styles de parentalité sur l'orientation. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est vraiment pour vous donner une indication. Voilà, on va pas en faire plus que ça, et c'est surtout pour vous aider. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, d'une minute à l'autre, vous allez répondre un peu différemment et tomber sur un autre style, mais en tous les cas, voilà. Allez faire le quiz, allez le tester. En tout cas, c'est souvent assez intéressant. J'ai eu des bons retours. Voilà, donc j'arrête le partage sur ces profils. J'espère que Carole, je vous ai satisfaite dans mes caricatures. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres souhaits, volontés, commentaires? Voilà, je vous encourage à aller donc regarder les autres webinaires, à aller quand vous entendrez parler du parcours pour les parents de terminale, euh, euh, voilà. Pour y avoir passé la journée sur le sujet, je peux vous dire qu'on apporte beaucoup de valeur. On va beaucoup plus loin que dans ce webinaire. C'est trois ateliers très précis sur lesquels on va apporter déjà une vraie analyse du dossier de votre enfant, puis ensuite on va vous proposer de mener des enquêtes dans tous les sens pour aider votre enfant. Et puis on parlera des stratégies de Parcoursup, sachant que le dernier atelier est le lendemain de l'ouverture des dossiers de Parcoursup, donc on pourra aller faire un tour in vivo dans Parcoursup pour les parents de terminale. Mais c'est réservé aux parents de terminale exclusivement, et c'est payant. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Envie? Non?